Coucou, c'est Vincent Manilet, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle formule de NoTube. Désormais, comme on a déjà abordé un certain nombre d'aspects de la plateforme, on a décidé de donner plus de place à l'actualité et à notre bande de chroniqueurs que vous connaissez pour la plupart ou que vous allez découvrir dans les prochaines émissions. Et puis voilà, pour reprendre un petit peu les mots de mon maître à penser Cyril Hanouna, je pense qu'on peut dire c'est parti pour la Darka. Et aujourd'hui, nous sommes là avec notamment Marie Camier-Théron des internets. Ça va Marie ? Oui, ça va, merci. Excellente blague pour commencer avec Cyril Hanouna. Ça met bien dans le bain. On en parlera après. Et de l'autre côté de la table, le co-créateur de NoTube, David. Oui, c'est moi. Salut. Ça va ? Bah bien. Un petit bilan de notre passage dans le resto d'Ibra TV, je pense qu'on peut... Bah, c'était une bonne sortie gastronomique. Hein. Bon, après, on ne sait pas encore comment se positionner par rapport à Ibra TV parce que... Ouais. On va faire comme dans son resto, il faut mettre des gants. on va y aller avec ça. Alors, avant de commencer pleinement l'émission, je voulais faire une petite précision par rapport à un épisode précédent. J'ai été alerté par une vidéaste qui m'a rappelé que lors de l'émission, on parlait des aides du CNC, du fonds d'aide du CNC. On pouvait laisser entendre que c'était basé sur les impôts. Et en fait, comme toutes les aides du CNC, c'est basé sur une taxe qui concerne YouTube et les fournisseurs d'accès à Internet. Voilà, c'était important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de débats sur Internet et beaucoup des fois de malentendus là-dessus. C'est comme pour le cinéma, ça vient pas de nos impôts. Voilà, le cinéma, c'est les tickets notamment. Donc maintenant que cette précision est faite, on va enfin pouvoir démarrer l'émission et parler d'un sujet qui me démange vraiment depuis trop longtemps. Et ce n'est pas pour autant la petite histoire d'Hugo tout seul en boîte de nuit aux États-Unis. Là, vous faites connaître grâce à YouTube, grâce à Internet. Mais c'est quoi l'étape d'après Parce que vous n'allez pas faire des blagues sur YouTube à 50 ans. Alors aujourd'hui, on va plutôt parler de Logan Paul. Donc Logan Paul qui est un vidéaste américain. Est-ce que vous le connaissiez avant cette énorme polémique planétaire ? Moi, j'en avais jamais entendu parler avant. Ah bah moi j'avais quand même lu les excellents papiers de Vincent Manilev sur Slate. Pour connaître un peu la fratrie Paul. Oui, c'est vrai que j'avais fait un papier l'été dernier sur leurs histoires, apparemment. Et c'est vrai qu'au final, donc, ce vidéaste qui comptait à l'époque de la polémique plus de 15 millions d'abonnés déjà, il faut savoir, donc c'est avec son frère, ils faisaient des vidéos tous les jours sur leur chaîne. Il venait de Vine à la base, et tous les jours, il fallait de la darka, il fallait du délire, il fallait que ça clique et ça pouvait aller très loin. David ou Marie, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé fin décembre, début janvier? Qu'est-ce qui a fait que sa vie a basculé? Quel est le moment où tout a basculé? On a eu une grosse panique médiatique autour de sa dernière vidéo qui consistait à aller dans une forêt dans laquelle des Japonais vont se suicider. Et donc il a filmé des cadavres, malheureusement, dont un d'un homme pendu. Et il l'a filmé avec beaucoup de légèreté, en s'en moquant. Et c'est assez péché de faire ça au Japon, parce que c'est un sujet très très sérieux, le suicide là-bas. Et oui, mais c'est un gros problème au niveau national. Et justement, il y a un petit extrait pour comprendre un petit peu comment il réagit. Et donc, tu parlais de légèreté, on va entendre ça tout de suite. Hey, I really hate to say this. I think there's someone hanging right there. I'm not even f***ing kidding. Do you see it? This isn't a f***ing joke, guys! That's a f***ing person! No. Dude, I f***ing told you. No. I think you're f***ing right. Oh my god. No. Dude, what the heck? Camera, let's go. What the heck? I've never seen a dead person. You haven't? No, bro. Oh, what the f*** am I looking at? Oh my god. Voilà, donc là c'était vraiment au moment où ils se filment, ils sont dans la forêt, ils ont la caméra, et là, ils vont aller filmer le corps. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais on voit vraiment, ils filment les mains de la personne décédée en gros plan, des mains violettes, c'est assez violent. Donc je sais pas, vous avez eu le temps de voir la vidéo, parce qu'elle est quand même restée 24 heures en ligne, elle a pu accumuler déjà des centaines de milliers de vues, même 2 millions je crois. Moi j'ai pas vu la vidéo en elle-même. Alors ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'il a vraiment au début en tout cas joué là-dessus. Il avait mis dans la vignette de la vidéo le corps flouté derrière lui. Un truc qu'on n'entendait pas forcément en audio. Presque en audio ça paraît plus intense et grave que c'était dans la réalité, parce que dans la réalité il est habillé avec un bonnet Pikachu, un truc comme ça. C'est un bonnet des aliens de Toy Story. Ouais, voilà. Et du coup
enfin, et en plus de base, il a une tête ridicule, donc il y a un truc qui fait que c'est pas du tout respectueux et que on sait que aussi par son passé, il est un peu prêt à faire tout et n'importe quoi pour faire du clic. Et donc moi, j'ai pas vu la vidéo en elle-même parce qu'elle avait été retirée avant que je réagisse. En revanche, j'ai vu d'autres youtubeurs en parler et faire des montages de certaines parties, et en général ils enlevaient le moment où il filmait le corps. Et aussi il y a eu pas mal de montages qui ont circulé du reste de son voyage au Japon, où avant même d'aller dans cette forêt, il est hyper irrespectueux avec tout le monde, assez raciste en fait. Et voilà, c'est un personnage qui correspond à une certaine ligne du YouTube américain, enfin parmi les plus connus, et qui est une ligne vraiment trash, quoi. Enfin, hyper provocatrice, ouais. Et toi, Marie, t'en as pensé quoi? T'as réagi comment en voyant ça? Je suppose que t'avais déjà vu la polémique avant de voir, de savoir de quoi ça parlait exactement. Ouais, bah moi en fait j'ai réagi un peu comme tout le monde avec beaucoup d'émotions, mais en même temps je me suis dit que c'était important qu'il y ait cette émotion autour de cet événement parce que c'était en train de lancer un vrai débat, un petit peu moins en France qu'aux États-Unis, je pense, et au Japon, et au Japon également. Mais en fait, ça a relancé la question de comment on traite du suicide. Et je pense qu'on va y venir de parler de la vidéo d'excuses, mais pour moi, c'est une bonne vidéo parce qu'il était temps en fait qu'on aborde ce sujet. Et c'est malheureusement l'avantage de ces paniques médiatiques, c'est que au moins on aborde ces sujets qui sont tabous, quoi. Donc on va en fait, juste là-dessus, il y a deux sujets. Je pense qu'on va venir sur l'aspect suicide, et il y a aussi eu un débat de fond. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on est dans une période où il y a à la fois un débat sur on peut plus rien dire en gros, et en même temps on peut mettre la vidéo d'un pendu à 15 millions d'abonnés sur internet. Donc il y a ce truc intéressant de quelles sont les limites de ce qu'on peut montrer, de ce qu'on peut partager sur YouTube, qui est devenu un média hyper puissant qui peut toucher énormément de gens. Est-ce qu'on peut tout montrer? Est-ce qu'on peut tout dire? C'est un des aspects que je trouve qui est assez intéressant avec cette vidéo, quoi. Et oui, c'est d'autant plus intéressant qu'effectivement jusque-là, après il y a les gens qui ont repêché un peu d'anciennes vidéos de Logan Paul pour dire regardez à quel point ce qu'il fait aujourd'hui c'était déjà un petit peu là. Moi je me souviens d'une vidéo où il fait croire à ses fans depuis une fenêtre d'hôtel qu'il se fait tuer par quelqu'un avec des énormes éclaboussures de sang sur la vitre, sur la vitre, et puis on voit les fans en bas qui sont complètement atterrés, effrayés, etc. Et puis le titre de la vidéo c'est genre leur réaction est géniale, machin, etc. Donc c'était déjà un petit peu c'était dans son ADN de faire cette connerie, aller plus loin. Donc voilà, ensuite il y a eu l'énorme polémique. Il s'est d'abord excusé dans un tweet rapidement, un peu maladroitement même, en disant, même avec le hashtag Logang for life, donc toujours en ramenant ça un peu à lui. Enfin, en mode calmos les amis, quoi. Ouais, voilà, en mode un peu calmos les amis. Et ensuite parce que ça ne suffisait pas évidemment, il a fait une vidéo, une de ces fameuses vidéos d'excuses comme on voit souvent sur YouTube, où il était face caméra, sans montage, limite un peu la larmichette à l'œil, et j'aimerais qu'on l'écoute. The goal with my content is always to entertain, to push the boundaries, to be all-inclusive. In the world I live in, I share almost everything I do. The intent is never to be heartless, cruel, or malicious. Like I said, I've made a huge mistake. I don't expect to be forgiven. I'm just here to apologize. I'm ashamed of myself. I'm disappointed in myself. And I promise to be better. I will be better. Thank you. Vous le trouvez sincère, vous, ou pas? Je sais pas, peut-être Marie, tu veux... Ouais, mais en fait, je trouve qu'on comprend bien sa logique quand il dit ce que je veux faire sur ma chaîne, c'est pousser les limites. Ça explique effectivement qu'il aille dans des extrêmes qu'on n'imaginerait pas. Après, non, plus choqué que... Je dirais qu'il est plus choqué que sincère dans cette... ouais.
Et toi, David? Moi, j'y crois pas une seconde à sa sincérité. Il y a eu ensuite une autre, je sais pas si je peux en parler tout de suite, mais une autre vidéo. Si je suis en train de brûler ton conducteur. Non, mais en fait, il a fait ensuite une autre vidéo dont tu parlais un petit peu, Marie, qui est intéressante, qui est de donner la parole à des personnes qui ont fait des tentatives de suicide. Et c'est une vidéo assez pédagogique pour sensibiliser sur cette question. Et en fait, le problème qu'on n'entend pas en audio, c'est que Logan Paul, il a exactement la tête de Jeff Daniels dans Dumb and Number, quoi. Donc en fait, ce type, je suis pas sûr que tout le monde ait fait le comparatif. Je suis pas sûr. C'est quand même incroyable. Il a une tête de con, mais tu peux pas l'inventer, quoi. Et du coup, quand il fait une vidéo comme ça, qui est censée être hyper sérieuse, tous les contre-champs sur lui sont des contre-champs de comédie. C'est-à-dire que il peut mettre le ton, le montage le plus sérieux possible. Tu n'y crois pas une seconde visuellement parce que le type s'est créé un personnage d'abruti total. Je pense que là, de ça, il en est conscient et que c'est un peu maîtrisé et qu'il il contrôle en partie son personnage. Après, il faut avoir un surmoi assez faible pour faire tout ce qu'il a fait, mais je pense que cet archétype du dude bro complètement débile qui s'amuse à se battre avec des nains, etc., c'est le personnage qu'il a créé. Et quand tu prends un personnage des Farrelly ou de Ben Stiller et que tu le mets dans un drame, ça fait toujours de la comédie. Ça détonne. Et du coup, moi je vois ces vidéos comme des trucs, du foutage de gueule. Et effectivement, et moi j'ai souvenir dans cette fameuse vidéo où il va à la rencontre de personnes qui ont fait des tentatives de suicide, où il essaie justement de sensibiliser les gens par rapport à tout ça. Et à un moment, il y a une image, on le voit, où il parle de rédemption et il se lave les mains, il se lave le visage, c'est complètement christique, c'est assez il y a des plans assez hallucinants en matière de... C'est très américain, je trouve. Mais je pense qu'il s'est fait conseiller, j'aimerais bien vérifier ça, mais je pense qu'il s'est fait conseiller par une agence de relations publiques pour faire cette vidéo, parce qu'elle est ultra bien réalisée et elle passe par différents stades pour que le public lui pardonne ce qu'il a fait. Mais moi, il y a une question que je me suis posée quand on a préparé cette émission, c'est que je me suis dit, mais en fait, si cette réponse ne nous convient pas, qu'est-ce qu'on aurait attendu de lui? Mais en fait, je suis pas capable de répondre à cette question. Je sais pas quelle aurait été la bonne... En tout cas, moi, je trouve qu'au-delà des réserves dont je parlais, c'est plutôt pas mal, parce que mine de rien, comme on disait, il y a 15 millions d'abonnés, donc son message... 16 maintenant, il en a gagné énormément. En plus, il a gagné des abonnés avec cette affaire, ce qui est assez dingue. Mais le message, le fond du message, qui est de dire, si vous pensez au suicide ou si vous connaissez des gens qui pensent au suicide, il faut en parler et il faut le nommer et il faut vous faire aider. Plus ce message peut être diffusé, mieux c'est. Donc dans le fond, je pense que la vidéo c'est déjà mieux que rien. Et voilà. Après, ça change pas le fait que je pense que dans cette démarche, il essaye de sauver son cul plutôt qu'autre chose, quoi. Oui, non, mais ça c'est évident, mais c'est vrai qu'après, et en tout cas, moi je pense que sa première vidéo d'excuses avait été dislikée de manière globale, il y a eu beaucoup plus de dislikes au final, et là pour le coup, j'ai re-regardé tout à l'heure, il y a 22 millions de vues sur cette vidéo de prévention sur le suicide, et il y a 2 fois plus de pouces en l'air. Donc je pense que lui, il va être discret encore un petit peu pendant quelques temps, et je pense que d'ici 6 mois, il sera reparti sur de nouveaux rails. Sachant qu'il y a un truc, c'est sur YouTube. YouTube, pour moi, est un des réseaux sociaux les plus violents. Quand on regarde les commentaires, il y a un truc vraiment très violent. Et effectivement, le côté dislike, souvent, peut contribuer à ça. Il y a un des commentaires, pour moi, qui est archétypal des commentaires YouTube. Quand quelqu'un n'aime pas, c'est de dire « kill yourself », de dire ça aux vidéastes. Et du coup, je pense que c'est d'autant plus important et... Que cette vidéo ait été faite comme ça, parce que c'est disons un terrain d'internet où la question du suicide est particulièrement sensible. Toi, Marie, tu penses qu'il peut reprendre une activité normale? Je pense qu'Internet oublie très vite. Un peu comme en politique. non, mais c'est vrai, tu soulèves un point intéressant. PewDiePie, qui a eu des grosses polémiques aussi, notamment pour avoir utilisé le mot en haine, comme on dit, et puis pour avoir fait des blagues antisémites. Effectivement... Non, moi je pense qu'il peut rebondir assez rapidement et que cette vidéo effectivement était la plus maligne à faire dans ce contexte. Ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que en plus il annonce qu'il va faire un don assez astronomique. 1 million. 1 million
millions de dollars à cette association de prévention contre le suicide aux États-Unis. Donc c'est quand même... il aurait pu décider de faire cette vidéo d'excuses et d'éveil aux questions de suicide sans faire un don à l'association à côté. Et là, 1 million, c'est une sacrée somme, quoi. C'est énorme, mais c'est vrai que c'est assez marquant. Donc je vais rapidement pour dire, puis après on va pouvoir passer au deuxième sujet du jour. C'est vrai que YouTube a réagi aussi, elle a décidé de le sortir de son programme partenaire entre guillemets pour les publicités, c'est-à-dire qu'il ne fait plus partie de cette liste de vidéastes qui sont jugés safe, sûrs pour les marques, c'est-à-dire qu'il aura peut-être plus de difficultés à avoir des publicités dans ses vidéos pendant ses vidéos. Et YouTube a aussi annulé ses projets de séries, de contenu avec lui, via le programme YouTube Red, c'est l'offre entre guillemets payante de vidéos. Il y a eu d'autres conséquences indirectes qui étaient a priori déjà prévues, mais il y a eu d'énormes changements dans les règles de monétisation des vidéos. Donc simplement, YouTube a d'abord annoncé que toutes les vidéos des youtubeurs qui sont dans le programme partenaire dont je parlais juste avant seront vérifiées manuellement avant de pouvoir bénéficier de la publicité. Et l'autre grande annonce, et là qui a beaucoup fait débat, c'est que désormais, pour pouvoir monétiser ces vidéos, il fallait compter 1000 abonnés et plus de 4000 heures de vidéos visionnées lors des 12 derniers mois. Avant, il suffisait d'avoir 10 000 vues sur sa chaîne pour activer la monétisation. Donc c'est un gros changement. Vous en avez pensé quoi ? Toi, Marie, tu as eu des échos d'autres vidéastes par rapport à ça ? Ouais, mais c'est un changement qui va surtout impacter les petits créateurs. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en général, quand on parle des petits créateurs, on parle des petites créatrices qui, justement, galèrent à avoir ces statistiques-là pour rentrer dans les programmes partenaires. Après, moi, ce qui m'a surprise surtout, c'était de me rendre compte que YouTube ne validait pas manuellement ça avant. On est en 2018 et il laissait tout aux robots. C'est quand même... Logan Paul était jugé adapté aux annonceurs, en fait. Donc c'était un peu... moi, en fait, quand ils ont fait ces annonces, j'étais là... Bah, c'est pas déjà le cas, en fait. Enfin, c'était assez surprenant de découvrir ça. Et ça montre aussi que, finalement, il y a vraiment très peu de transparence sur ce qu'on sait de YouTube et de son programme partenaire pour nous, le grand public. Après, je comprends. Moi, je comprends ces choix-là. D'ailleurs, en fait, je me suis posé la question, est-ce qu'on sait aujourd'hui si YouTube est rentable ? Parce que dans ce cas-là, est-ce qu'ils ne faisaient pas ça parce qu'ils n'avaient pas assez de sous pour recruter des gens pour faire cette modération ? En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de communication vers le grand public qui nous disent que si YouTube est rentable ou pas. Donc, oui, les chiffres d'affaires de YouTube est très rare. On l'a eu il y a quelques années. Mais en 2015, ouais, ça remonte à 2015. En fait, en année Internet, c'est la préhistoire, quoi. Donc, moi, c'était surtout ça, mon interrogation, c'était de me demander, mais du coup, s'ils ne l'ont pas fait avant, pourquoi ? Voilà, ça se tenait surtout à ça, ouais. Et toi, David, t'en as pensé quoi ? Pour moi, les deux changements sont un peu liés. Donc, effectivement, l'idée, c'est de réduire drastiquement le nombre de comptes concernés pour pouvoir le gérer manuellement. Ce qui me paraît assez logique. Je me dis aussi que, en fait, les comptes exclus, donc c'est les petits créateurs et créatrices, mais en fait les très petits créateurs et créatrices, parce qu'en dessous de 1000 abonnés, de toute façon, les revenus ne devaient pas être sont vraiment minimes. C'est vraiment rien du tout. On parle de quelques dizaines d'euros, je pense, même pas. Et du coup, ça me paraît pas illogique comme démarche. Et peut-être que ça peut même à l'inverse avoir des effets positifs parce que les robots... à la fois ils passent à côté du problème de Logan Paul et à la fois les créateurs s'en plaignent assez souvent. Pas mal de vidéos sont démonétisées de manière complètement illogique. Et du coup peut-être que si c'est fait manuellement ça va remettre un petit peu d'ordre là-dedans et que des vidéos qui avant étaient démonétisées par les robots alors que il y avait aucune raison, peut-être cette fois vont être maintenues dans la monétisation. Donc faut voir un petit peu quelles sont les évolutions, qui ça concerne exactement, quelles sont les implications exactes. Je pense qu'il faut un peu de temps pour voir ça. Après, je suis complètement d'accord avec les problèmes de transparence de YouTube, mais ça c'est compliqué. C'est un autre cheval de bataille.
l'autre sujet, et le dernier sujet que je voulais aborder, c'était quelque chose qui a animé pas mal de débats entre David et moi via des conversations sur Slack ces derniers jours. On va peut-être pouvoir en parler. En gros, ce qui s'est passé, c'est une jeune youtubeuse britannique, Elle Darby, qui a 22 ans. Et il y a quelques semaines, quelques jours, elle a contacté un hôtel à Dublin pour lui demander s'il était possible de venir avec son compagnon et en gros d'avoir 5 nuits d'hôtel gratuites en échange de publicité sur ses réseaux sociaux et sur sa chaîne. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement dans le monde de YouTube et des influenceurs, c'est-à-dire qu'on demande un service en échange de visibilité. Vous devez souvent voir passer vos youtubeurs préférés sur Instagram remercier tel hôtel, telle agence de voyage parce qu'ils leur ont donné des vacances ou des séjours gratuits. Sauf ce qui s'est passé là, c'est que le patron de l'hôtel, Paul Stenson, il l'a mal pris et sans afficher son nom, il a publié le mail de la jeune vidéaste sur Facebook et il s'est indigné de cette pratique. Il y a eu une grosse polémique ensuite parce que Elle Darby, elle a elle-même expliqué que c'était elle, cette youtubeuse en question, puis il y a eu toute une polémique, etc. Et elle s'est expliquée, notamment, on va l'écouter. I decided to contact some hotels asking if they would like to collaborate. I go visit them, I stay in the hotel, I feature them on vlogs, I put them on my Instagram, I talk about the hotel, I write a review, whatever. In return for a discounted or complimentary stay, because that same hotel would not be able to go to a magazine or to a billboard or to a television advert for a free review in something that could potentially be bringing them a lot more business. Alors voilà, donc moi au début, je vois cette vidéo, j'entends parler de cette polémique, j'ai ricané. Honnêtement, je pense que j'ai ricané parce que je vois souvent et je sais qu'il y a beaucoup de vidéastes qui essayent de gratter des abonnements Netflix, de gratter des petits avantages à droite à gauche. Il y a déjà eu des petites histoires comme ça, et donc je me suis dit on va pouvoir parler des fois de ces abus, des abus que dans le monde du journalisme il y a aussi. Je mets pas les journalistes sur un piédestal, mais voilà. Et ensuite progressivement, avec ce qui s'est passé ensuite, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. David, est-ce que tu peux me dire un petit peu ce qui... En fait, il y a eu une sorte d'escalade, c'est-à-dire que donc il a commencé par lui répondre en mettant à la fin un lien vers une vidéo qu'il avait produite, qui déjà se moquait des influenceurs qui essayaient d'avoir des trucs gratuits. Et puis, donc ensuite, elle a fait sa réponse. Lui a fait une fausse conférence de presse. C'était hallucinant. Et puis le truc est monté et en fait il a créé un buzz autour de ça. Donc en fait pour moi, enfin, toute proportion gardée parce que c'est un sujet quand même beaucoup moins grave, mais ça me rappelle un peu l'affaire du bijoutier de Nice. En fait, le truc c'est que je t'écoute. c'est qu'en fait le truc c'est de s'appuyer sur le poujadisme de l'internaute lambda et du fait que forcément la bonne personne c'est le bon commerçant qui fait honnêtement son travail et que la sale influenceuse qui fait même pas un vrai travail veut obtenir des trucs gratuits. Et ce truc on sait de base qu'il va réussir à le viraliser parce que la presse va en faire ses choux gras, qu'on va pouvoir reprendre le truc, que c'est une histoire assez marrante à raconter, qu'il y a un côté un petit peu elle l'a bien cherché, sauf que de ce que je vois, j'ai l'impression qu'elle a vraiment été choisie par le gérant de l'hôtel qui doit recevoir assez régulièrement des mails de ce type et qui se dit j'en ai marre des influenceurs, j'ai préparé toute une stratégie de com et à un moment donné je vais trouver le levier qui va me permettre de monter sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en plus le type se gargarise d'avoir tant de followers sur Facebook, d'être suivi sur Instagram, etc. Donc lui-même est dans le game des réseaux sociaux et lui-même s'en sert clairement de cette polémique pour se faire connaître. Et il a dit au final, les deux ont gagné. Il a dit, moi j'ai gagné de la visibilité, elle a gagné des abonnés grâce à ça. Il a même fait une fausse facture. Il a même fait une fausse facture qu'il voulait lui envoyer pour tout le buzz qu'il avait généré pour elle, etc. Enfin, c'était un peu. Elle aussi, elle a gagné du cyberharcèlement. Hein, donc, dans le genre pratique totalement abjecte, on est vraiment haut dans comment le gars est monté en tour dans sa communication. Moi, en fait,
j'ai été très frappée parce que je suis allée voir les commentaires qu'il y avait sous ces posts, notamment les commentaires sous les articles au Royaume-Uni et sous les posts donc, du mec qui tient l'auberge de jeunesse, l'hôtel. Et les internautes sont de son côté. Et le problème, c'est que quand des internautes sont de ton côté et qui considèrent que ce que tu as fait, c'est pas bien, ils viennent te le rappeler. Oui, dans sa vidéo, elle parle des commentaires sur Instagram, des insultes permanentes. Des insultes, des menaces de mort, des menaces de viol. En fait, il l'a exposé. Alors, c'est elle qui s'est call-outée toute seule. C'est elle qui a dit, c'est moi qui ai envoyé ce mail. Toujours est-il qu'il n'aurait pas fallu très longtemps pour que des mecs la retrouvent, parce qu'en réalité... c'est très facile de faire fuiter ce genre d'informations. Voilà. Mais moi, je trouve que la pratique, elle est abjecte parce que c'est un mail qui était destiné... ça respecte pas les codes, en fait, pour moi. Parce que c'est un mail qui était destiné à usage privé, que le mec met sur une plateforme publique auprès d'une communauté qui est assez grande, puisqu'il s'en vante, en plus, d'avoir une communauté plus importante que celle de la blogueuse. Et on est dans des codes professionnels aussi où ce genre de demande est normalement accepté. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu es journaliste, quand tu es blogueur voyage ou ce genre de choses, c'est très commun de se faire offrir ce genre de choses. Et je pense qu'il a trouvé un très bon bouc émissaire en cette youtubeuse qui, on ne l'a pas précisé, est lifestyle, ce qui est la cible ultra facile sur Internet, parce que tout le monde adore détester ces youtubeuses lifestyle. Et je trouve que c'était vraiment une cible facile, et j'ai vraiment été, moi, très choquée par ces pratiques-là. Mais... je suis pas sûre que ça apporte grand-chose en fait. Mais... Oui, mais c'est vrai, puis c'est vrai qu'il l'a fait durer quand même assez longtemps. Voilà, maintenant qu'on a fini de parler un petit peu de l'actualité du moment, on va dire, je vous propose de faire un petit jeu qui va nous permettre d'aborder le thème de l'émission. Oui. Un jeu. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des titres de vidéos et vous devrez me dire si je les ai inventés ou si c'est des vidéos qu'on a vraiment vues en page tendance. Voilà. Je préviens tout de suite, quand j'inventais des noms de vidéos, j'ai regardé si ça existait ou pas, et des fois, ça existait déjà. Donc c'est juste pour vous dire à quel point ça va loin en page tendance. La première vidéo s'appelle « Je menotte et je tase mon abonné Oscar pendant qu'il dort ». Est-ce que cette vidéo existe ou pas ? Pourquoi Oscar ? Moi, je pense que c'est avec le prénom, tu vois, c'est pas crédible. C'est trop pointu. Ah, donc toi, tu penses que ça existe pas ? Non, je pense que c'est pas le prénom n'est pas le bon. Moi, je pense que oui, alors ça existe. Ouais. Tu dis oui ? Ouais, je pense que ça existe aussi. Ok, un point pour tous les deux. C'est une vidéo de GameX13 et je crois qu'il y a eu une vengeance après ou voilà, d'autres punitions entre les deux parce qu'il dormait chez lui. C'est BDSM ou comment ça se passe ? A priori, non, c'est pas bloqué. J'ai pu la regarder. Il survend le truc ou il y a vraiment... Comme d'habitude. Ah, oui. La seconde vidéo s'appelle « Je fais croire à ma sœur qu'elle est morte ». Quoi ? Je vous dis rien de plus. Moi, je dis juste le nom de la vidéo. Mais en plus, ça me dit quelque chose. Est-ce que c'est Logan Paul ? Non, mais ça existe pas. C'est trop con. Non, il a pas de sœur en plus, je crois. Il a qu'un frère un peu bébête. Et c'est... Ouais, non, je pense que ça existe pas. Ça tu dis non ? Sens. Marie ? Ouais, moi je le vois bien, mais un peu comme des vidéos de... Ouais, non, oui, je le vois bien. Pour toi ça existe ? Ouais. Eh bien non, ça n'existe pas. Ah, bah voilà. Je suis assez fier de moi parce que j'ai pu... Il faut la faire. Il faut faire cette vidéo. En mode ghost story, enfin bref. Donc là, on a David qui est devant quand même. La prochaine vidéo, je pense que ça va vous plaire, s'appelle... Kenny rate son 5e jour de Ramadan. Je le surprends en train de manger du quinoa. Bah oui. Oui. On a vu cette vidéo. Oui, elle est connue celle-ci. Il mange sur le toit du frigo. Vous êtes sûr ? Ah non, mais alors t'as changé un paramètre, c'est pas du quinoa qu'il mange ? Je sais pas. Hein. Ah, en même temps, je vois mal manger du quinoa. Rate son Ramadan, moi ça me dit un truc par contre. Bah il y a toute une série Kenny rate son Ramadan, mais il mange pas du quinoa, je pense pas. C'était un piège. Tu dis non ? Je sais pas. Est-ce que t'as fait une blague de parisien, genre il mange du quinoa ? J'y crois pas au quinoa. J'adore mes camarades parisiens, moi je comprends pas. Non, je sais pas. Non, vas-y, moi j'y vais full oui. Allez. Oui ? Non. En revanche, on a eu droit à Kenny rate son 4e jour de Ramadan avec une boîte de nuggets par 6 plus un croque McDo. Ah, tu vois, c'est ça, j'ai confondu. Pour moi, c'est les meilleurs titres de vidéos au monde. Il fallait penser aux aliments. David est toujours en tête, mais tu peux encore te rattraper, Marie. J'ai de l'espoir. La prochaine vidéo s'appelle Le kebab magique, un petit tiret, court-métrage. Ah oui, mais je l'ai vu. T'es sûr ? Est-ce que tu le rêves ou est-ce que tu le vois ? Parce que moi, des fois, je rêve de vidéos tendance. Attends.
Tu rêves de vidéos. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Non, ça va. Moi, Mais si, mais comprends ça. c'est pas le court-métrage de John Rashid ou un truc. Ah bah, j'espère qu'il va nous écouter. Il va t'envoyer un petit DM un peu salé après. Non, c'est pas ça. Non, bah moi je dis que ça existe, moi j'aime bien. Attends, redis Oui. le titre. Le kebab magique court-métrage. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, ça existe. Ah ouais. C'est par Code Familia. Je vous Ah. encourage à le regarder. Et le dernier s'appelle Je surprends le clown tueur en train de twerker. C'est pour la promo de ça, non? C'est une Euh, vidéo dans le cadre de la promo non, de c'est une ça. vidéo un peu plus ancienne, je crois. Enfin, j'espère. Peut-être. Ouais, il y a Peut-être. eu tellement de vidéos Peut-être. clown tueurs autour de Ibra TV et compagnie. Moi je dis que ça existe. Ouais, moi aussi je le vois Oui, bien. ça existe. Ça existe. C'est un monsieur qui s'appelle Mehdi et qui a fait cette vidéo, je crois, dans un parking, comme beaucoup d'autres vidéos, sur les clowns tueurs. Je sais plus qui a gagné. j'ai Je crois que fait un sans faute. Je crois que c'est David qui a fait un sans David a faute, ouais. gagné. Bravo. On va Grand pouvoir attaquer le sujet, la page tendance. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer. Voilà. Faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. C'est ça. Bien fait le monde en 2014, Antoine. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas de ce monde. La France a peur. Et si on n'est plus en 2014, on est en 2018 et on va pouvoir parler de la page tendance, cette fameuse page où sont réunies les vidéos qui buzzent le plus sur YouTube. Simplement, vous, comment est-ce que vous allez sur cette page? Quel rapport vous avez à cette page? J'ai un rapport assez conflictuel. Moi, j'ai plutôt un rapport avec ma page abonnement qu'avec la page tendance. Donc, je lui fais un peu des infidélités quand je vais sur la page tendance. Mais très simplement, moi, j'y trouve pas mon compte sur cette page-là. Parce que je tombe sur des vidéos qui correspondent pas à ce que j'attends de YouTube, à savoir une diversité dans la création et dans les sujets, mais aussi une diversité dans les gens qui sont représentés. Donc, ouais, j'ai un rapport assez conflictuel avec la page tendance parce que je vois pas de... Bah, déjà, quand tu comptes les meufs, très simplement, il y en a pas. Il y en a une ou deux. Et celle qu'on retrouve très souvent, c'est celle de la chaîne Parlons Peu, ex Parlons Peu, Parlons Cul, qui sont d'ailleurs très talentueuses, hein, mais ce sont des habitués. Et au-delà de ça, c'est pas très divers. Et toi, David, qui est un YouTube zouz un peu plus jeune que Marie, je dirais. Bah oui, mais alors si je peux me permettre de raconter un petit peu ma vie. Ah non. Je suis un peu plus jeune et en même temps un peu plus vieux dans la vie, et du coup j'ai un peu fait ma crise de la trentaine et je me suis acheté une très grosse télé il y a pas longtemps qui est une télé connectée. C'est vrai. Et du coup qui a directement YouTube dessus, et ça a complètement changé mon rapport à la page tendance, parce que du coup je regarde la page tendance surtout sur ma télé, un peu sur mon téléphone. Oui, bah oui. Et du coup en fait j'allume ma télé et contrairement à l'ordinateur où tu vas taper tes requêtes ou aller plus dans les abonnements, les choses comme ça, quand tu as juste ta télécommande en main, tu prends un peu ce qu'on te propose. Et la page tendance, en tout cas les tendances remontent beaucoup dans le fil. Il y a on va dire dans l'interface une page recommandation qui pousse beaucoup les tendances, plus des trucs un peu par genre. Et du coup, je me fais ce plaisir, entre guillemets, de regarder des vidéos un peu comme elles viennent, et un peu pour... il y a une sorte de truc un peu malsain de vouloir essayer de découvrir, à la fois d'être en connexion avec mon pays, et avec la jeunesse, et à la fois de découvrir des trucs. Voilà. Alors j'ai la même réserve que Marie, c'est que en fait c'est pas du tout une bonne entrée pour découvrir des choses, ou pour découvrir des trucs intéressants, parce que souvent c'est trusté toujours par les mêmes. Donc tous les gros comptes, à partir d'1 million d'abonnés, je pense que tu sors une vidéo, t'es forcément dans la page tendance. Et sinon, il y a pas mal de petits trucs un peu récurrents, soit qui vont surfer sur l'actualité, soit qui fonctionnent sur des thématiques particulières. Enfin, je pense que toi, t'es encore plus spécialiste de ça, Vincent. Je suis malade. Je suis vraiment... Enfin, tu m'en avais parlé. On s'est fait des petits délires
des petits délires page tendance ensemble. Mais t'as des trucs ultra chelous avec des clips qui viennent de je ne sais quel pays. Des fois, il y a des bugs, tu te retrouves avec les tendances d'autres pays. Ouais. Oui, puis effectivement. Et puis là, j'ai découvert tout le monde de l'émission de Jean-Luc Reichmann, Attention à la marche. Mais voilà, c'est de ça que je voulais parler. Et oui, effectivement, c'est une vidéo qui est arrivée en tendance. Sur les 12 coups de midi. Non, c'est les 12 coups de midi, pardon. C'est la nouvelle émission de le scandale Franck Provost. Voilà, il y a eu un scandale parce que, soi-disant, l'image à deviner, c'était ultra difficile. Et quelqu'un qui râlait contre ce sujet-là, il a accumulé 500 000 vues. Mais avec la vidéo la plus pourrie du monde, c'est-à-dire que c'est juste la photo de Franck Provost avec un quad. Et il fallait deviner qui c'était. Il avait des lunettes. Il fallait deviner dans l'émission qui c'était. Et en fait, il fait une vidéo pour dire non mais c'était impossible de le reconnaître, ce qui est vrai. Mais je ne sais pas pourquoi on s'est intéressé à ce truc. Mais il y a beaucoup parce que justement, et c'est ça la folie de la page tendance, c'est-à-dire que ça va pousser des contenus qui en très peu de temps ont intéressé beaucoup de gens. Et parfois pour des raisons qui nous échappent totalement. Mais c'est pour ça que tu trouves tout le temps des vidéos aussi qui sont issues des plateaux télé. Ouais. Toutes les polémiques chez Drucker ou Ruquier ou Hanouna, c'est tout le temps dans la page tendance. Et en plus, ce qui est ultra mal foutu, c'est que tu as 3 fois la même séquence dans la page tendance en 3 vidéos différentes uploadées par des personnes différentes. Aucun sens. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, sur la forme, tout est vraiment uniformisé en fait. Ouais. Et donc on parle des fameuses vignettes avec le personnage qui est effrayé. Avec un emoji. Voilà, avec un emoji, avec les flèches rouges, avec le titre en lettres capitales. Et il y a justement une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Je couche avec une abonnée, ma copine pleure ». Et donc c'est une vidéo d'un certain Bad Flunch, en gros qui Skype depuis son lit avec sa copine. Et soi-disant derrière lui il y a une abonnée. Et en fait c'est un de ses potes qui a une perruque blonde, mais la pire perruque blonde de tous les temps. Donc, je sais pas comment ça s'est passé. Et en gros, je vous laisse écouter la suite et comment tout le monde réagit à cette situation rocambolesque. Pourquoi tu pleures? Mais parce que tu joues avec mes nerfs, t'es avec une fille, tu m'appelles, tu me prends pour qui? Hein? Tu me prends pour qui? Y'a pas de je te prends pour qui, je suis juste dans le lit avec elle, y'a rien, c'est juste proche de ma communauté. Vas-y. Elle a accroché. Ça marchait. On l'a eu. Voilà, donc pour la petite info, donc de ce que j'ai pu comprendre, c'était pas vraiment sa copine, enfin il y a des histoires, en tout cas ils sont plus ensemble, c'était faux. Et la vidéo en question totalise plus d'1,2 million de vues, et ça correspond parfaitement à ce que c'est une vidéo faite pour la page tendance. Et pour vous, quel genre de problème ça pose? Comment vous réagissez par rapport à ce genre de contenu, enfin vraiment putaclic quoi? Alors moi j'ai un peu de tendresse pour Bad Flunch parce que pour le coup je le connais parce qu'effectivement il est habitué de la page tendance et je suis tombé plusieurs fois sur des trucs. Il a tout un truc autour du McDo, donc une fois il s'est enfermé dans un McDo et une fois il a essayé de faire croire à sa copine qu'il la trompait ou que son avec pote voulait et tout se passe dans l'univers du McDo et je ne crois pas que ça soit sponsor. Et alors je sais pas, il a 15 ans. Ouais, il est vraiment, vraiment très jeune. Et en fait, c'est ça, moi je me dis que quand j'avais 14-15 ans, il y avait pas Internet, ou c'était les débuts d'Internet à l'époque, il n'y avait pas du tout YouTube. et je pense qu'avec mes potes de l'époque, on aurait imaginé ce genre de truc complètement con. Mais, de ouf, on avait le Morning Live quand on était... Qui donnait des idées. Ouais. Et surtout, en fait, là, pour moi, c'est une chaîne donc d'un jeune garçon qui reprend des codes qu'il a vus déjà ailleurs sur YouTube. Ouais. C'est même pas qu'il digère des codes de la télé, il digère YouTube. Il a vu des trucs chez les Américains, chez d'autres Français, sur Ibra TV très certainement, et il le refait à sa sauce de manière très très cheap. Tout est nul, c'est-à-dire que dans les caméras cachées au McDo, il s'assied à la table d'à côté et on voit que c'est complètement griffe, ça n'a aucun sens. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, et ça rejoint un peu ce que je disais quand je voulais me connecter à la jeunesse de mon pays, c'est que tu te dis que quand même, ça fait énormément d'audience, et du coup, pour les ados qui sont au collège, le média préférentiel, c'est de regarder des vidéos comme ça, et qui... alors, c'est vraiment nul, mais
c'est un peu de leur âge. Enfin, il y a un truc. Il y a un côté télé-réalité aussi qui marche hyper bien à la télé, sur YouTube comme à la télé. La Villa des cœurs brisés et autres trucs comme ça, auprès de ce public, ça cartonne. Et en fait, ils font que reproduire ces codes. Parce qu'il y a une forme d'authenticité, de drama. Et en même temps, je pense que les gens même les ados sont pas totalement dupes de ça. Ah C'est-à-dire que je pense que la plupart, ils savent très bien. Comme devant la télé-réalité, ils savent que c'est bidonné. Et c'est plus, c'est faire de la vidéo pour s'amuser. Et enfin, je pense qu'il y a un truc, c'est très difficile en fait, en étant complètement à l'extérieur et en plus, en se sentant pas concerné ou en trouvant ça un peu gamin, d'avoir un vrai regard là-dessus, quoi, parce que ça fait partie des codes et d'une culture qui est en train de se faire, quoi. Et justement, à ce propos, il y a John Rachid qui, a quelques mois, a fait une vidéo pour expliquer pourquoi il avait mal à son YouTube. Alors, j'étais tranquillement sur YouTube à la recherche de contenu croustillant à mettre sous la dent, et quelle ne fut pas ma stupeur en découvrant les tendances. Prank, hand spinner, tête de choqué avec une flèche rouge suivie de ça tourne mal. Je vais te dire ce qui tourne mal, mon pote, moi. C'est YouTube qui tourne mal. J'ai mal à YouTube quand je vois ça. Et c'est là que je me suis dit, commence pas, John Rash, fais pas ton vieil aigri. Si ça marche, c'est qu'il y a un public pour ça. Et là, je me suis redit, les anges de la télé-réalité, ça marche aussi, il y a un public pour ça. Le Troisième Reich, ça a eu son petit succès. Qu'est-ce que je raconte, moi? Voilà, bon, là, on pense ce qu'on veut de la chute. on peut plus rien dire. J'ai l'impression qu'en même temps, dans le discours de John Rachid, j'ai l'impression que lui-même, il était très content de se retrouver en page tendance avec son court-métrage par la suite. Et j'ai l'impression qu'il y a une relation un peu ambiguë par rapport à ça. C'est très facile de critiquer la page tendance, mais j'ai l'impression que tout le monde veut y être, en fait. Non, c'est une espèce d'accomplissement quand on fait des vidéos. Ouais, c'est une relation d'amour-haine assez sincère, en fait. Hein. Tout le monde la trash, mais en même temps, quand t'es dessus, t'es effectivement super content. C'est un achievement, donc... c'est totalement bâtard. Je n'ai pas d'autre conclusion, voilà. Non, et puis les titres putaclic et les vignettes faites pour qu'on clique dessus, c'est pas... tous les gros youtubeurs le font aussi. Donc, et c'est en partie comme ça c'est en partie grâce à ça qu'ils doivent leur succès. Donc... je sais pas, il y a un truc et en plus il faut regarder avec précaution aussi les stats et les vues, c'est-à-dire que c'est pas non plus, même faire 1 million de vues, c'est sur ce type de contenu, ça dit pas non plus quelque chose d'incroyable sur la société, ou voilà, c'est un endroit où on va trouver des choses qui, à un moment donné, en très peu de temps, ont été très vues. Et qu'est-ce que ça implique ? C'est un des critères, effectivement, c'est l'augmentation du nombre de vues soudaine. Ça permet à ces vidéos-là, notamment... l'algorithme est très mystérieux sur le fonctionnement, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un des... Et en fait, ça repose sur des paramètres presque plus techniques que humains. C'est-à-dire qu'on peut faire des gros boosts. En tout cas, si on n'a pas une chaîne déjà très installée, on peut... les exemples qu'on donnait, suffit de remonter dans les résultats d'une recherche Google, en fait, qui va être très recherchée à un moment donné et remonter dans les résultats avec une vignette de vidéo, et d'un coup ça va faire des centaines de milliers de vues, et du coup passer dans les tendances. Et justement, ce sera peut-être ma dernière question par rapport à cette page tendance. Comment on fait pour découvrir autre chose ? Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu de ce que vous faites, parce que YouTube a essayé de faire découvrir des chaînes sur la page tendance, des petites chaînes qui méritaient de monter. On n'en a plus entendu parler après. Ça a duré 2-3 semaines, et après je n'ai plus jamais vu. Donc Marie, toi par exemple, qu'est-ce que tu conseilles ? Tu vas peut-être parler des internets, mais pour découvrir du contenu autre que via cette page tendance. En fait, ça m'a rappelé que à l'époque de Dailymotion, les vidéomakers étaient mis en avant chaque jour, et c'était l'équipe de Dailymotion qui mettait en avant il suffisait d'être les pote créateurs. un peu avec eux, je crois d'ailleurs. Un petit mail. Et c'est en ça que c'est super différent sur YouTube, c'est qu'effectivement on est plus sur un robot, et c'est encore une fois, moi je comprends pas qu'en 2018 il n'y ait pas un humain pour gérer cette page qui génère autant de trafic. Mais du coup, pour sortir de cette page-là, il y a plusieurs solutions. Si on a envie de diversifier ses abonnements en allant voir, par exemple, plus de nanas, nous, on a un répertoire qui s'appelle l'Internet Explorer, qui est disponible sur le site des internets, lesinternets.com. Avec 2 TES. 2 TES, tout à fait.
Et c'est super simple d'utilisation. On l'a classé, ce répertoire, par catégorie. Donc, en fonction de ce que vous aimez, vous pouvez trouver des vidéos qui sont sur ces thèmes-là. Donc, les sciences, la culture, les pranks, je sais pas, ça dépend des goûts. Et nous, on classe pas du tout par nombre d'abonnés ou par watch time, parce que déjà, ces données-là, avec l'API de YouTube, c'est un peu compliqué à récupérer. Mais en plus, c'est une vraie volonté de mettre en avant des meufs au même niveau, sans prendre en compte leurs antécédents sur YouTube. Et donc, on casse un peu la logique algorithmique en faisant ça comme ça. Et donc, elles sont classées par ordre alphabétique. Et je peux signaler aussi l'initiative de Udeo qui va mettre en place très bientôt un réseau social qui va permettre de faire découvrir plus facilement des vidéastes et des nouvelles façons d'utiliser YouTube. Toi, David, comment tu découvres des gens ? Effectivement, en tout cas, je rejoins ce que disait Marie sur le fait que c'est une difficulté, c'est-à-dire que le YouTube ne propose pas de manière de découvrir du contenu de qualité. Et historiquement, et justement le parallèle avec Dailymotion est intéressant, c'est que les deux plateformes de vidéo ont eu des procès avec des producteurs de contenu, et un des aspects qui a été leur ligne de défense, c'est de se cacher derrière le statut de l'hébergeur et du coup de ne pas être considérés comme des éditeurs, et du coup dire juste nous on héberge des vidéos et on ne fait pas de choix. Sachant que depuis les accords ont été faits avec tous les producteurs de contenu, et YouTube aurait complètement la possibilité d'aller plus vers un rôle d'éditeur, ce qu'ils ne font pas. Aussi parce que je pense que c'est la politique générale de Google qui essaye au minimum de rendre l'application humaine aussi minimale que possible, même si on sait qu'il y a beaucoup d'hypocrisie parce qu'il y a quand même des humains là-dedans. Et du coup, je pense qu'on est obligé d'aller chercher ailleurs. Et donc, c'est en partie pour ça qu'il y a NoTube, pour faire des recommandations. Et bien justement, merveilleuse transition. On va passer aux recommandations tout de suite. Il y a quelques années, vous vous en souvenez, les spécialistes annonçaient l'arrivée d'une nouvelle société en réseau. Eh bien, au vu des chiffres, on est encore loin du compte. Internet qui reste largement réservé aux catégories dites supérieures. Faux. Marie, tu veux recommander qui aujourd'hui ? Je vais tricher un petit peu, je vais recommander la chaîne de Mademoiselle, le magazine féminin. Parce qu'en fait, Mademoiselle a rebooté sa chaîne YouTube qui existe depuis moult temps. Et on y trouve depuis ces derniers mois du contenu de haute qualité sur des sujets super différents. Ça va des séries à regarder quand on a du temps, à des contenus mode beauté, à des sujets politiques, à des interviews canapé. Il y a eu une interview canapé super de Marion Séclin là récemment. Et je trouve qu'il y a une grande diversité sur cette chaîne qu'on ne trouve pas sur les chaînes YouTube d'autres médias équivalents. Et de manière générale, c'est vrai qu'il y a pas forcément le même investissement vis-à-vis de YouTube. Toi, David juste, j'en profite pour dire que Marion Séclin, qu'on avait reçu dans NoTube il y a quelques épisodes, lance sa chaîne YouTube et elle faisait pas mal de trucs. Voilà. Donc, elle avait déjà une chaîne YouTube et maintenant elle va poster des vidéos régulièrement et on la voyait souvent sur la chaîne de Mademoiselle. Donc, c'est l'occasion de le dire. Moi, je voudrais recommander... Alors, en fait, c'est un vidéaste qui s'appelle Absol Vidéo, qui a une chaîne principale. Et en fait, il a une autre petite chaîne secondaire qui s'appelle Absol Human. Et je suis tombé là-dessus parce que en ce moment, je cherche sur YouTube, j'ai cherché à regarder des vidéos d'échecs. Du jeu d'échecs. On l'a, il est là, le seul français qui va regarder des vidéos d'échecs. Je vous explique pas, c'est une très longue histoire de pourquoi je cherchais ça, mais bref. Et en fait, c'est très compliqué à filmer les échecs, c'est pas du tout télégénique, c'est compliqué à commenter, c'est assez excluant parce que même en fait, il y a pas mal de vidéos de compétitions d'échecs commentées par des professionnels et déjà rien que le commentaire, il est quasiment imbitable, à moins de très très bien connaître les échecs, c'est pas juste connaître les règles, c'est la manière de s'exprimer, la manière de commenter le déplacement des pièces est complexe. Et donc Absol Human, donc un Français, sur sa chaîne secondaire, fait des parties d'échecs filmées avec d'autres youtubeurs.
Et je trouve, alors c'est pas encore parfait, mais en fait je trouve qu'il y a un concept hyper intéressant qui pourrait vraiment fonctionner sur comment il met ça en scène. Donc il y a un petit plateau qui reprend les pièces pour qu'on puisse bien suivre la partie. En même temps, comme c'est une partie d'échecs entre deux personnes, il y a une conversation. Donc c'est un concept d'émission en fait qui est assez intéressant. Et voilà, donc en fait je pense que YouTube, c'est pour ça que ça m'intéresse, c'est que des trucs qui sont a priori de niche, pas du tout grand public, hyper pointus, pas du tout télégéniques, en fait peuvent exister sur YouTube. Et je pense qu'il y a moyen d'aller avec ce concept encore plus loin et de faire un truc extraordinaire. Avec Puissance 4 par exemple. Non mais même avec, tu vois, exactement. Avec Puissance 4, si tu mets un peu des gages à la fin, si tu mets des animations, du montage et tout, et tu peux faire un truc qui est hyper catchy et qui peut faire des millions de vues sur YouTube, alors que t'aurais difficilement vendu ce concept à la télé, ou en tout cas tu te serais dit on est mal parti. Donc en fait voilà, ce que j'aime là-dedans, c'est tu peux tenter un peu n'importe quoi, y compris essayer de rendre les échecs intéressants. J'imagine la section commentaires qui est ultra respectueuse, tu sais. Joli coup. Oui, alors le fou en E3. Écoute, moi je vais découvrir ça. Et pour ma part, je vais rapidement recommander une chaîne qui s'appelle Alice in Animation. Donc c'est une jeune femme qui parle d'animation, parce qu'elle bosse elle-même dans le milieu, aussi bien pour faire des recommandations, donc notamment Steven Universe qui est vraiment excellent, que pour expliquer comment fonctionne la censure dans les dessins animés, le métier de scénariste d'animation, encore le caractère genré des créations pour enfants. Donc voilà, elle s'appelle Alice in Animation et elle est vraiment passionnante à écouter et à regarder. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera la première d'une série en solo que j'intitule Le petit monde merveilleux des séries d'animation françaises. Un grand merci à Marie et David d'être venus, à Charlène pour la réalisation, à toute l'équipe de Binge Audio. Un grand merci à vous de nous écouter. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et surtout à nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle formule. Vous pouvez nous trouver facilement en commentaire, je pense, quelque part, ou plus directement sur Twitter. Donc merci encore et à très bientôt pour un nouvel épisode de NoTube. Merci. Salut. Je viens tout juste de me mettre au Minitel. Alors si vous me parlez d'ordinateur et d'internet...